Aujourd'hui, c'est un coup de gueule que je me permets à l'endroit de Canon et qui sera pertinent ou non pour des gens qui songent à migrer vers l'écosystème donc de Canon. J'aime Canon, ça fait 25 ans que je travaille avec du Canon, mais je pense qu'il y a 5 irritants majeurs à connaître avant de migrer vers l'écosystème de Canon. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. On va tout de suite nommer l'éléphant dans la pièce. Du temps qu'on était dans le domaine des boîtiers avec miroir, eh bien, Canon était un géant et Nikon était un géant également. Et plusieurs vont se souvenir de la belle compétition qu'on pouvait avoir à l'époque avec le 5D Mark III, par exemple, et par exemple le Nikon 700D ou D700, le D750, le D800, le D850. Bref, au niveau des boîtiers, il y avait une belle compétition au niveau du plein capteur et également du côté du petit capteur. Et là-dessus, à ce moment-là, à cette époque-là, Canon était vraiment un géant et son parc optique était immense. Et en plus, il y avait des opticiens tiers qui lui fournissaient également des optiques à ce moment-là pour ses boîtiers. Canon est un géant qui s'est endormi sur ses lauriers. Et l'arrivée du sans miroir et surtout la position dominante qu'occupe maintenant Sony dans le domaine du sans miroir, y compris au niveau de l'optique, fait en sorte que le géant s'est réveillé, mais s'est réveillé un peu sur le tard. Et donc, Sony a pris une part importante au niveau du marché. Canon prend donc les bouchées doubles, il rattrape technologiquement à ce moment-là, Sony particulièrement au niveau des boîtiers sans miroir à ce moment-là, par exemple au niveau de l'autofocus, tout cela. Le géant s'est réveillé et avance à grands pas. Sauf que, et c'est là le premier irritant majeur qu'on connaît actuellement, au niveau de la monture RF, qui est la monture de Canon pour le sans miroir, Canon se réserve l'exclusivité à ce moment-là des objectifs pour la monture RF, sauf quelques exceptions du côté d'opticiens chinois qui font par ailleurs souvent d'excellents objectifs à ce moment-là pour le RF. J'ai l'AOA à l'esprit particulièrement, par exemple. Alors, de ce point de vue-là, actuellement, il y a une impasse. Pourquoi l'impasse existe-t-elle? Hubert, qui connaît bien à ce moment-là de la société japonaise, pourrait bien nous l'expliquer, mais il faut savoir que Canon s'est réveillé tellement sur le tard au niveau du sans-miroir et au niveau des optiques pour le sans-miroir qu'actuellement, il est en deuxième position, il est à la traîne au niveau des ventes d'objectifs au Japon. Et ça, c'est quelque chose que Canon n'apprécie pas, je pense, je crois. Canon aime être maître chez lui. Et à ce moment-là, c'est Sony qui domine le marché et je l'ai vu de cette source-ci que je vous présente à l'écran, mais je l'ai également vu d'autres sources à ce moment-là, que Canon est profondément irrité du fait que le marché de l'objectif au Japon lui échappe. Alors, il espère à ce moment-là combler son retard justement en n'acceptant pas que d'autres opticiens, je pense à Sigma, je pense à Tamron par exemple, viennent lui fournir des objectifs pour la monture RF. Il veut encore obliger le marché à se tourner vers ses propres objectifs et c'est à ce moment-là, c'est dommage, c'est une perte, c'est vraiment un irritant parce que ce que nous propose Canon souvent est à des prix assez faramineux et on aurait bien besoin à ce moment-là d'avoir des alternatives. Alors, pour cet irritant-là, pour les gens qui songent à venir du côté de Canon, il faut savoir comment vous êtes coincé actuellement si vous êtes intéressé par le sans miroir de Canon. La raison numéro 2 pour laquelle vous pourriez éviter de vous tourner vers Canon actuellement du côté du sans miroir, je viens de l'effleurer, c'est le coût de ces objectifs. On se retrouve vraiment dans deux gammes à ce moment-là au niveau des objectifs. Des objectifs de très haute qualité, mais qui sont offerts à des coûts faramineux, ou encore des objectifs que je dirais moyenne gamme. Et assez souvent, je me suis tourné moi-même vers des objectifs moyenne gamme parce qu'au niveau du prix à payer, là, ça m'apparaissait démesuré. Alors voilà pourquoi on a bien hâte d'avoir des opticiens tiers qui pourraient arriver à ce moment-là sur le marché. Au niveau des objectifs moyen de gamme, il y a vraiment des objectifs qui sont décevants et je vous dirais que là-dessus, ce que je constate, contrairement à l'époque, à ce moment-là, des objectifs EF de Canon, je trouve que les objectifs que Canon est rendu
paresseux au niveau de ses objectifs. Qu'est-ce que je veux dire par cela? C'est pas le côté innovateur de Canon, c'est un géant qui est en mesure d'innover. Et là-dessus, Canon nous arrive avec des propositions d'objectifs qui sont vraiment là, innovatrices. Alors, c'est très intéressant de ce point de vue-là, mais l'optique de ces objectifs-là, des fois, est-il à la hauteur à ce moment-là de ce qu'on peut attendre? Lorsque je dis que Canon est paresseux au niveau de l'objectif, j'ai particulièrement deux grands angles à l'esprit. Le 16 mm, par exemple, un objectif fixe, ou encore le 15-30 mm RF à ce moment-là de Canon. Dans le cas du grand angle, dans les deux cas, plutôt que d'améliorer ou d'avoir un objectif là, qui performe bien de façon intrinsèque, dans les deux cas, Canon mise beaucoup sur la correction logicielle qui s'opère à ce moment-là avec notre logiciel, si vous voulez, et avec le profil pour corriger les aberrations, pour corriger la distorsion. Et c'est flagrant, et c'est vraiment dommage. Par exemple, si on regarde ici une photo prise avec le 16 mm, comme c'est là, vous voyez la résultante avec la correction optique qui est apportée dans Lightroom, mais si je retire la correction optique, regardez la résultante, vous voyez comment ce qu'était la photo à l'origine, et là, je remets la correction optique, et vous voyez maintenant qu'est-ce que c'est à ce moment-là. Vous voyez la surface qu'on perd, vous voyez la correction qui est apportée de façon assez importante. Alors ça, c'est un exemple. Et si je vous amène du côté du 15-30 à ce moment-là, voici la photo lorsqu'elle est corrigée dans Lightroom. Si j'enlève la correction optique dans Lightroom, voici ce que ça a l'air. Vous voyez les éléments de distorsion, vous voyez les éléments de vignettage. Habituellement, il y a des corrections qui se font au niveau de d'autres objectifs, bien sûr, mais dans ce cas ici, vous voyez comment est-ce que c'est prononcé. Et lorsqu'on remet la correction, bien voici donc ce qui est appliqué là. On dirait vraiment que Canon, à ce moment-là, est paresseux, comme je le dis, au niveau, donc, dans l'exécution à ce moment-là de ses objectifs. La troisième raison qui me frustre beaucoup du côté de Canon, c'est au sujet d'une information qui est très confidentielle, qui est tellement cachée, et pourtant qu'on devrait connaître. Vous le savez, j'aime bien faire de l'exposition multiple, de la double exposition, et à ce moment-là, on voit bien et on est en mesure de connaître quels sont les boîtiers qui nous permettent la double exposition et l'exposition multiple. C'est une information qui est donc à notre portée lorsqu'on magasine pour un boîtier. Mais l'information est immensément confidentielle, bien cachée en ce qui a trait aux optiques qui sont compatibles à ce moment-là pour ce qui est de l'exposition multiple ou la double exposition. Et j'ai seulement trouvé l'information sur un site de Canon, mais en Asie, qui, lui, à ce moment-là, recense les boîtiers qui permettent l'exposition multiple, mais également les objectifs qui sont compatibles. Or, comme vous pouvez le voir à l'écran, et je vous présente l'information, voici donc des objectifs qui ne sont pas compatibles et avec lesquels on ne peut pas faire de la double exposition. Et souvent, moi, je me suis tourné et j'ai acheté certains de ces objectifs-là pour découvrir au moment de tenter de le faire que ceux-ci n'étaient pas compatibles, que ça ne fonctionnait pas avec le boîtier que j'avais. Donc, de ce point de vue-là. Et il y a des choses qui sont difficilement compréhensibles au sujet de cette liste-là. Souvent, ce sont des objectifs qui sont des objectifs fixes. Habituellement, ce à quoi on s'attend des objectifs fixes, c'est que ce soit des objectifs donc de qualité avec lesquels il ne devrait pas y avoir de difficultés. Il me semble que du temps de la monture EF, c'était des difficultés de compatibilité qu'on n'avait pas. Vous pourrez me dire dans les commentaires si ma mémoire me fait défaut à ce sujet-là. Canon est vraiment cheap et ça, c'est mon quatrième irritant. Si vous avez payé le prix et un prix stratosphérique pour votre objectif, vous avez droit à un pare-soleil qui est fait en plastique, bien sûr, mais à ce moment-là, vous avez droit à votre pare-soleil. Ah, vous vous tournez vers des objectifs moyen de gamme à ce moment-là, y compris des objectifs fixes qui sont quand même très performants. Ah, bien à ce moment-là, vous n'avez pas mis le prix et je ne vous fournirai pas à ce moment-là de pare-soleil. C'est vraiment cheap lorsqu'on sait qu'on est capable de se procurer des pare-soleils à ce moment-là de fabrication chinoise, des copies bien sûr, à ce moment-là, pour un prix qui est vraiment dérisoire. Alors, c'est fou, je pense que je n'ai qu'un pare-soleil. C'est avec le 70-200 que j'ai acheté que j'ai eu droit à un pare-soleil. Tous les autres objectifs que j'ai de Canon à ce moment-là, puis j'en ai à peu près 6 ou 7 à ce moment-là, aucun ne venait avec un pare-soleil. J'ai donc dû acheter les pare-soleils, les copies chinoises. Mais vraiment, là, c'en est ridicule de la part de Canon. Ça ne se peut pas être cheap comme ça.
Et ma cinquième doléance à l'endroit de Canon, ben, c'est malheureusement quelque chose qui est rendu un peu trop répandu, je pense, dans les différentes compagnies. C'est à ce moment-là les mises à jour ou les firmware updates de nos boîtiers. Canon n'a jamais été très généreux de ce point de vue-là. Fuji avait une très bonne réputation, mais je sais, pour l'avoir vu et pour l'avoir vécu également, au niveau de la communauté, on trouve que Fuji est pas mal moins généreux au niveau du firmware update que par le passé. Et de ce point de vue-là, Canon, à ce moment-là, n'est pas si généreux que ça. Je vais juste vous raconter l'anecdote, bien sûr, qui est bien connue. Dès le lancement, à ce moment-là, des boîtiers sans miroir, Canon en a sorti deux, le R que j'ai et le RP. Et il est allé mettre une fonction qui est bien intéressante, le focus bracketing dans le RP, mais même si le R coûtait plus cher à ce moment-là, le R ne bénéficiait pas du focus bracketing. On s'est tous dit, grâce à un firmware update, Canon va retomber sur ses pattes et va, si vous voulez, normaliser la situation, parce qu'il n'est pas normal que le boîtier plus dispendieux n'ait pas une fonction aussi intéressante que celle qui est dans le petit frère. Eh bien, la situation n'a jamais été normalisée. Il n'y a toujours pas de focus bracketing dans le R. Bien sûr, à ce moment-là, je vous l'ai dit que j'ai retrouvé cette fonction-là avec le Canon R7 là, dont j'ai fait l'acquisition. Mais au niveau du firmware update, je ne trouve pas, surtout depuis qu'on est dans le sans miroir, qu'il y a tant de mises à jour que cela et que Canon, si vous voulez, vient parfois normaliser ou encore faire un certain rattrapage. Et avec les avancées qu'il fait des fois au niveau de la mise au point, ce serait drôlement sympathique que les mises au point ou les rattrapages ou les avancées soient à ce moment-là partagées des fois avec la génération précédente au niveau des boîtiers. Malheureusement, il ne faut pas compter sur Canon à ce moment-là pour nous gâter de ce point de vue-là. Ben voilà donc 5 raisons pour lesquelles, pour le moment en tous les cas, vous pourriez peut-être ne pas embrasser l'écosystème de Canon, mais comme je le disais d'entrée de jeu, je pourrais très bien faire une vidéo sur les 5 raisons pour lesquelles vous devriez vous tourner vers Canon. C'est pour vous dire combien ce géant-là ne nous laisse pas indifférents. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, je le devine bien, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.